conférence, cette dernière conférence de la journée, de cette première journée sur Équipe Auto 2025. Prenez place pour ceux d'entre vous qui souhaitaient entendre ce que nous avons à vous dire, ce que nos intervenants ont à dire sur les éco-organismes, qui est un sujet jamais abordé, très rarement dans les conférences de salon, en tout cas, très rarement, pas jamais, n'exagérons pas, puisque nous sommes ensemble aujourd'hui avec nos intervenants. Donc, de gauche à droite, en regardant la scène, Emmanuel Toussaint d'Auvergne, fondateur de Battery Box. À côté de vous, André Zafiro, PDG de Cyclevia. Et à droite, Mathieu Chardin, président d'Aliapur, le nouveau président d'Aliapur. Voilà. Merci, messieurs. Enfin, nouveau, n'exagérons rien. Voilà. Directeur général, pourquoi j'ai dit président? J'aime bien donner des titres, mais d'ailleurs, c'est pas toujours la meilleure poste, hein, président, il faut reconnaître. Hein, voilà. Alors, avec la mise en œuvre du principe de REP, donc la responsabilité élargie du producteur, au début des années 2000 en Europe, les producteurs de déchets, vous le savez tous, sont devenus les pollueurs-payeurs, donc responsables de leur traitement, de leur recyclage et de leur élimination. Alors, l'automobile a été pionnière dans la mise en œuvre des REP, puisque les lubrifiants ont ouvert le bal en 1979, les pneumatiques en 2004, je crois, et les véhicules dès 2006. Voilà. Et hors automobile, on va citer les piles et accumulateurs en 2001, ça nous concerne aujourd'hui, les équipements électriques et électroniques en 2004. Voilà. Alors, il y a deux moyens au terme de la réglementation. Soit le producteur de déchets est suffisamment gros et met en œuvre un système individuel, soit plusieurs producteurs se mettent ensemble et mettent en place un éco-organisme. Mais ils peuvent être gros aussi, d'ailleurs, disons-le clairement. Et c'est pour parler de ces éco-organismes que nous sommes ensemble, de leur mission, de leur stratégie, de leur présent et de leur avenir. En sachant que depuis le début des années 2020, avec la loi AGEC, donc la loi anti-gaspi pour une économie circulaire, on a de nouvelles filières REP qui ont été mises en œuvre, et notamment pour les huiles ou les VHU. Enfin, les huiles, évidemment, avec la création de Cyclevia, c'est 2022. Les VHU, c'est la REP VHU qui a été mise en œuvre pour les constructeurs automobiles en 2024. Messieurs, je vais vous laisser d'abord le soin de présenter chacun votre éco-organisme, en commençant peut-être par Emmanuel Toussaint d'Auvergne. Prenez chacun un micro. Battery Box. Alors voilà, donc des piles et accumulateurs, maintenant, ce sont les batteries de véhicules électriques. Oui, tout à fait. Donc, Battery Box, c'est un très vieil éco-organisme. On existe depuis 25 ans aujourd'hui et on avait pour mission historiquement de gérer, on va dire, les petites piles et les petites batteries. Mettez bien le micro proche de votre menton. Les petites piles et les petites batteries. Donc, mais à partir du mois d'août de cette année, il y a une véritable évolution réglementaire qui se met en place et qui va nous obliger à prendre en charge un gisement de batterie beaucoup plus important et qui va couvrir notamment les batteries du secteur automobile, aussi bien les batteries de traction que les batteries de démarrage. Donc pour nous, c'est un enjeu stratégique sur lequel on s'est positionné, sur lequel on a reçu un agrément et sur lequel on souhaite apporter des réalités en termes de services à nos partenaires. D'accord. Alors, à côté de vous, donc, pour Cyclevia, pouvez-vous nous présenter Cyclevia? Je pensais à une question qui venait, mais je la poserai après. André Zafiro, donc Cyclevia, c'est oui, Cyclevia est récent, on l'a dit. L'éco-organisme récent, hein, puisque nous avons été créés en 2021 pour exercer sur la filière à partir de 2022. Notre filière est née avec la loi AGEC de février 2020, comme vous venez de le dire. Au départ, nous avions une des premières REP mixtes. Alors, que veut dire une REP mixte? C'est-à-dire une REP où l'éco-organisme doit contribuer aux frais de la filière, mais également pourvoir dans un second temps à l'ensemble des collectes et du recyclage de la filière. Donc, durant les 2-3 premières années, nous avons apporté une aide financière à l'ensemble des opérateurs. Et puis, pour acquérir l'ensemble de nos objectifs, donc à peu près 50% du marché en collecte et 75% du marché allant à la régénération. Et depuis 2025, nous sommes devenus également opérationnels. Donc, nous avons un lien direct avec le détenteur et c'est ce dont on va parler tout à l'heure, je pense. Très bien. Mathieu Chardin pour Aliapur. Alors, Aliapur, tout le monde connaît, évidemment. Alors, Aliapur existe depuis plus de 20 ans. Nous sommes donc l'éco-organisme principal dans le domaine des pneumatiques usagées. Nous collectons plus de 70% des pneumatiques usagées en France. Et nous avons pour cela donc un réseau de 25 collecteurs partout sur le territoire national
et puis de 15 entreprises qui nous aident aussi à broyer le pneu quand c'est nécessaire. Et nous faisons aussi face à tout un tas de demandes supplémentaires qui arrivent du ministère de la Transition écologique et qu'on prend en charge progressivement dans le temps. Alors parlons-en justement de ces... parce que le monde du pneumatique, enfin, il reste encore les pneus des ensilages, des agriculteurs. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gisements qui échappaient jusqu'à présent et que vous allez devoir gérer. Oui, alors il y a eu un énorme travail de fait depuis 20 ans déjà sur les décharges sauvages de pneumatiques. Oui. Et on peut dire, peut-être à quelques exceptions près, qu'il n'y a plus de décharges sauvages organisées, structurelles dans notre pays, ce qui est déjà... une progression énorme. Voilà, une progression énorme. Et puis, il y a des nouvelles obligations, comme par exemple s'occuper des pneus effectivement d'ensilage dans les campagnes, comme s'occuper des pneus pleins, puisque jusqu'à présent, ils n'étaient pas concernés par les obligations qu'on devait respecter. Les pneus de brouette, les pneus d'engins agricoles, comme s'occuper aussi des collectivités territoriales et leurs déchetteries. Ouais. Voilà, tout un tas de nouvelles obligations qu'on prend en charge progressivement. D'accord. Qui doit vous poser quand même un certain nombre de problématiques techniques de collecte, probablement. C'est toujours des cas qui sont en dehors des flux principaux. Donc tout ce qui est à l'écart des flux principaux, ça nécessite un certain nombre de ressources. Mais c'est aussi logique que le ministère de la Transition écologique nous demande ça. Bon voilà, charge à nous de le faire le mieux possible. Donc vous prenez les choses de manière positive, hein. C'est ça le message. Oui, parce que tout ça... C'est une mission de service public en quelque sorte. C'est une mission d'intérêt général. D'intérêt général, oui. Ça permet d'avoir une planète plus propre, de lutter contre le CO2, de lutter contre les dépôts illégaux. Donc oui, on le prend positivement. On va parler de cette filière de batteries qui se structure, qui est en train de se structurer, enfin qui est déjà très structurée en ce qui concerne les piles et accumulateurs, hein, bien sûr, avec l'ajout des batteries de traction, l'ajout des batteries de service, donc hein, les batteries classiques. Oui, les batteries de démarrage et les batteries de traction. Pardon. Ouais, oui, voilà, okay. c'est ça. Voilà, c'est ça. Comment cette filière est-elle en train de s'organiser? Parce qu'on a aussi Recycler mon véhicule, je crois, qui va être chargé de collecter aussi des batteries. Alors, pour être tout à fait transparent, donc dans notre filière, vous avez 3 éco-organismes. 3 éco-organismes. Sur 5, alors, et vous avez 5 catégories de batteries qui sont couvertes par l'éco-organisme. Donc, vous avez 2 éco-organismes qui sont en charge des 5 catégories. Et celui que vous avez cité, qui, lui, a pris un agrément uniquement sur les batteries de véhicules électriques. Donc, aujourd'hui, il y a une concertation entre les éco-organismes pour apporter des services à l'ensemble des acteurs. Dans un premier temps, au niveau des adhérents, des metteurs sur le marché, pour les mettre en conformité, et les accompagner demain à la structure, pour structurer une filière qui doit nous permettre de collecter ces batteries et les envoyer vers les acteurs du recyclage. Aujourd'hui, donc, on a les centres VHU qui collectent des batteries de traction de véhicules électriques, hein, à mesure que les assureurs leur envoient des VHU, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, notamment dans les centres VHU, vous allez trouver 2 types de gisements. Vous allez trouver les batteries au plomb historiques, on va dire, plus les batteries de véhicules électriques qui arrivent, qui sont de différentes technologies en fonction de leur âge, hein. On voit que les couples électrochimiques ont évolué. Et donc, ce sont ces batteries-là qui, demain, devront être prises en place chargées par les éco-organismes pour les envoyer dans les centres de recyclage. Est-ce que vous avez un rôle, puisqu'on est dans le rôle et dans le métier des éco-organismes, de sécurisation des flux et des stocks? Oui, alors c'est une des missions qui est la nôtre, c'est justement d'apporter les services pour s'assurer que le détenteur ne s'expose pas à un risque et qu'il puisse avoir une prestation de service optimisée. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? On entend lui mettre à disposition des conteneurs sécurisés si jamais sa batterie est dégradée, par exemple, pour le transport, et surtout ne pas le laisser détenteur trop longtemps de son gisement. Oui. On sait pertinemment que si au bout de 40 jours, vous avez toujours une batterie sur votre site, potentiellement ça peut poser problème. 40 jours, mais c'est pas beaucoup. Non, justement 40 jours, c'est pas beaucoup. Donc la réflexion, c'est comment faire pour déjà trouver des acteurs qui acceptent de les collecter. C'est aussi un enjeu. Est-ce que vous avez une idée du nombre de centres VHU qui sont dans le système? Ceux que vous avez vous-même agréés, probablement? Alors, on est en cours d'agrément. On est en cours de les identifier et de contractualiser avec eux. Mais il y en a un nombre très significatif. Et un de nos enjeux, c'est de connaître le gisement historique qu'ils ont sur leur site.
Oui. Parce que la filière se met en œuvre à partir du 18 août théoriquement, mais on sait très bien que selon l'historique ou la relation avec le fabricant ou le constructeur automobile, il se peut que sur certains centres, des gisements se soient accumulés. Ben, c'est même certain. Ah oui, oui, c'est certain. Mais Ils le disent eux-mêmes, hein, les centres VHU. Ils disent, écoutez, nous, on déborde. Hein. Donc, ils auront des batteries à gérer. Donc, il faut qu'on s'organise pour les prendre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une coordination entre les 3 éco-organismes pour se répartir la tâche. Donc, on n'est pas trop de 3, finalement. Vous n'êtes pas trop de 3. Alors non, je pense qu'on ne sera pas trop de 3. Alors, sachant qu'il y aura aussi des systèmes individuels. Hein, En plus, oui, bien sûr. Renault, acteurs. Stellantis, oui. Voilà. Alors, plutôt, pas forcément Stellantis, mais plutôt Renault à ce stade. D'accord. Qui, eux, ont décidé donc d'être autonomes sur la gestion de leurs batteries, aussi bien en métropole que dans les territoires d'outre-mer. Et là, on sait qu'il y aura un deuxième enjeu sécurité qui sera lié au transport. Qui paye le contenant pour transporter une batterie qui coûte une fortune, a priori, hein? Alors, tout dépend. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va travailler sur des contenants en bois qui ont servi déjà sur les centres où on a pu livrer une batterie pour faire un remplacement. Et on va aussi livrer des contenants métalliques spécifiques, ce qu'on appelle des P909, pour pouvoir stocker là des batteries qui seront abîmées et en assurer la rotation vers leur centre de traitement. Donc, alors, si je comprends bien, l'éco-organisme. C'est vous qui en êtes le financeur? Oui, tout à fait. Et ensuite, vous refacturez? Non. Nous, on perçoit l'éco-contribution. Oui, c'est ça. Donc, charge à vous de mettre ça dans vos comptes, quoi. Voilà. D'accord. Donc, vous pouvez augmenter, enfin, vous calculez l'éco-contribution en fonction de... Voilà. Et donc, la difficulté auquel on est confronté, la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est avoir des chiffres qui soient solides pour pouvoir avoir l'éco-contribution qui sont en regard de nos obligations. Vous êtes une filière en cours de construction, vous apprenez en marchant. Très, très clairement. Alors, on a un peu pris notre boule de cristal pour se positionner pour les prochaines années, mais forcément, il y aura des adaptations à venir en regard du gisement dont on aura la responsabilité. André Zafiro et Mathieu Chardin, on va parler maintenant ensemble de valorisation des déchets. Dans vos métiers, enfin, le rôle d'un éco-organisme, c'est effectivement de vérifier et d'améliorer le taux de valorisation des déchets. André Zafiro, qu'en est-il dans les lubrifiants? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour garantir la valorisation des déchets et quelles sont les pistes d'amélioration? Alors, c'est 2 questions extrêmement vastes. Alors, au sein de notre filière, avant la loi AGEC de 2020, vous aviez à peu près 65% des flux, donc des tonnages qui allaient à la régénération et au recyclage. Régénération, on brûle. La régénération, c'est le fait de chauffer le produit et on en retire en fait toutes les strates, des gaz, des essences, des gazoles et une 60% d'huile. Et en dessous, les bitumes, enfin les matières un peu plus lourdes. On en retire 60% d'huile et cette régénération était bien établie en France, je vous dis à hauteur de 65% des flux. Le reste allait plutôt à la valorisation énergétique, donc chez les chauffourniers ou dans les cimenteries. Depuis la loi AGEC, nous avons favorisé non seulement cette régénération, nous avons atteint l'année dernière 87% des flux qui allaient en régénération, donc toujours dans ce même... Donc, alors, avec cette même technologie. En 5 ans, vous avez gagné 20%. Tout à fait, dans la mesure où, même pas en 5 ans, puisque le début de la REP, c'est 2022, vous voyez, en 3 ans. 3 ans. Oui, puisque c'était un objectif qui nous était fixé, et donc nous avons incité l'ensemble des flux par nos contributions, par les contrats qui nous lient avec les opérateurs, pour les orienter de plus en plus vers cette régénération, mais également vers le recyclage. Donc le recyclage, c'est le fait de prendre des huiles claires, des huiles hydrauliques ou des huiles qui ne sont pas proches d'une combustion pour pouvoir les filtrer, les centrifuger et les remettre sur le marché pour être additivés. Au-delà de la quantité de flux emmenés vers la régénération, il faut que le produit régénéré puisse être utilisé. Oui. Alors c'est vrai qu'en France, nous avons une régénération qui est certes de qualité, mais de qualité pour des produits d'une gamme moyenne. C'est-à-dire, nous avons 3 strates de lubrifiants en termes de base. Nous avons les grades 1, les grades 2 et les grades 3. On peut dire que les grades 3, ce sont les huiles 100% synthétiques, où on arrive à hydrogéner les molécules et on arrive à faire des produits de très haute qualité. Oui. Et donc, en France, on ne fait que du grade 1.
donc pour des utilisations moyennes ou à faible exigence. Est-ce qu'on peut faire du recyclage, enfin de la régénération en boucle fermée, c'est-à-dire Alors on peut le faire avec un rendement qui est de moins en moins bon, hein, puisqu'à chaque fois vous avez 60% de ce qui vous arrive. Mais disons que notre objectif serait qu'en France, nous ayons une unité de régénération bien plus importante qui nous permette de faire du grade 3 et de faire des produits recyclés, régénérés, d'une excellente qualité pour que les vendeurs de lubrifiants là, puissent derrière blender, c'est-à-dire prendre la base, mettre les additifs et créer une demande pour pouvoir les commercialiser sur le marché. Et pourquoi, enfin question complètement novice, pourquoi la France n'en est-elle qu'au grade 1 quelque part? Ben, finalement, c'est historique. Oui. Les grades 1 se vendaient très très bien pendant des décennies. Et finalement, il y a un virage qui n'a pas été pris, y compris les Allemands, y compris les Italiens. Et eux, aujourd'hui, arrivent à mieux valoriser les produits recyclés qu'aujourd'hui. En fait, on en est à la base du papier recyclé à ses prémices. Voilà. Ah là là, c'est pas la première fois qu'on rate des tournants. Hein. Mathieu Chardin. Je fais de la politique de bas étage, n'est-ce pas? Dans le domaine du pneumatique, on sait ce que c'est que la valorisation, le recyclage, la réutilisation. Oui, alors plusieurs volets dans ce registre-là. Le premier, d'abord, c'est utiliser le pneumatique jusqu'à 100% de son potentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement encore trop de pneumatiques qui sont démontés avant la fin de leur vie. Donc là, il faut vraiment qu'on puisse sensibiliser toute la profession au fait qu'un pneumatique, c'est fait pour être usé jusqu'au témoin d'usure. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a encore 1,5 million de pneumatiques tous les ans qui sont démontés à plus de 4 mm de gomme, alors que le témoin d'usure n'en comporte que 1,5 mm. Alors attendez, sur un marché de 50 millions, de 50 millions, 1,5, oui. Donc il y a encore du travail. Une fois que le pneu est démonté, notre travail, c'est d'essayer d'en préserver au maximum, c'est-à-dire d'en réutiliser le maximum possible. Là, on est assez fiers parce que, en gros, on peut dire qu'une fois qu'un pneumatique usagé est dans une benne, on en réutilise à peu près 1 sur 5. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et là, il y a des initiatives très intéressantes en France, comme une entreprise qui s'appelle Mid Tire, qui vise à structurer un véritable marché du pneumatique d'occasion en France, avec un certain nombre de normes à respecter qui donnent confiance aux consommateurs. Dans laquelle Michelin est partie prenante. Hein, voilà, dans laquelle Michelin est partie prenante. Et puis bien sûr, pratique historique du marché, on incite énormément au rechapage du pneumatique, parce que quand on rechappe un pneumatique, on évite de consommer un certain nombre de kilos de matières premières, notamment dans le pneumatique poids lourd. Et puis le grand pari de demain, c'est d'essayer de faire du noir de carbone régénéré en brûlant à très haute température les pneumatiques usagés, donc sous un procédé de pyrolyse. Et on commence à voir des usines consacrées à la pyrolyse de pneus qui sont montées, alors malheureusement pas tout de suite en France, mais dans des pays très proches de la France. Et ça, c'est extrêmement porteur d'avenir, prometteur, parce que ça nous permettrait progressivement de passer de la valorisation énergétique en cimenterie vers la valorisation dans des usines de pneumatiques neufs. Oui, parce que là aussi, vous avez des objectifs de qualité de valorisation. Oui, tout l'enjeu de la pyrolyse, en fait, c'est une fois que vous montez en température, à très haute température, les pneumatiques usagés, à 800-850 degrés, vous récupérez de l'huile et puis vous récupérez du noir de carbone. Et l'enjeu, c'est de faire du noir de carbone de suffisamment bonne qualité pour qu'il soit réintroduit dans le pneumatique neuf sans dégrader les performances du pneumatique neuf. Et on pense y arriver? Oui, parce que les usines sont en train d'être montées. Alors, c'est exigeant. Ça ne se fait pas d'un coup de doigt. C'est de l'industrie et de la chimie en même temps. Oui, c'est ça. Ça nécessite des investissements importants. Hein. On parle d'usines qui valent des dizaines de millions d'euros, et puis des procédés industriels qu'il faut maîtriser derrière. Mais les fabricants de pneumatiques vont y arriver. C'est une question de temps. Puisqu'on parle d'innovation pour mieux valoriser, est-ce que c'est dans vos prérogatives de contribuer à soutenir la recherche et le développement sur ces nouvelles industries? Oui, alors bien sûr, c'est notre prérogative en tant qu'éco-organisme, mais on est heureusement appuyé par les grands manufacturiers de pneumatiques qui possèdent ces savoir-faire-là depuis des décennies. Donc on travaille de
en collaboration. De en fait. concert. Ouais. André Zafiro, même question sur l'innovation. En termes de valorisation, il y a des grands enjeux pour les huiles demain. Oui, oui. Et quand on parle de demain, c'est Tout de tout suite. début d'année 2026, Ouais. puisque nous avons demandé à devenir responsable et à prendre la responsabilité pour le recyclage des bidons de lubrifiant, donc devenir une REP contenu-contenant. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, l'ensemble des bidons de lubrifiant ne sont pas recyclés, hein, la quasi-totalité. S'ils ne Ils sont sont mis pas dans- réemployés parce qu'ils sont en fer, donc de 208 litres, Alors, ils sont envoyés en valorisation énergétique. Il y a Oui. du fer, il y a du plastique. Il y a du Pour fer les et du contenants. plastique. Qu'est-ce qu'on fait des bidons plastiques qu'on achète en grande surface, par exemple? On les met dans le bac jaune. Alors, c'est aussi le problème. Normalement, c'est un déchet souillé. C'est plutôt un déchet souillé, un gros perturbateur pour le recyclage, Ouais. voire un déchet dangereux s'il y a de l'huile usagée à l'intérieur. Et malheureusement, lorsque vous achetez un bidon de lubrifiant en grande surface, il y a noté à mettre dans le bac jaune. C'est terrible. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus tout de suite auprès des pouvoirs publics en disant nous devons opérer ce type de déchets parce que toutes les indications et l'ensemble de l'orientation des flux ne va pas au bon endroit. Et lorsqu'ils sont récupérés de façon ségrégée, hein, ça arrive pas mal en déchetterie, eh bien, en fait, ils sont découpés et puis transformés en CSR pour être brûlés en valorisation énergétique. Donc vraiment, la grosse recherche à faire sur ce type de lubrifiant, c'est le nettoyage, arriver à faire derrière un recyclage, donc développer des lignes pour pouvoir avoir quasi une boucle fermée, pour qu'avec des bidons, on arrive à faire au moins en partie des bidons. Ouais. Et alors, les bidons, c'est quoi? C'est du PET? Enfin, Du PP et du PE. C'est du PP et du PE, d'accord, très bien. Même chose pour la partie batterie. Alors évidemment, la filière se structure, donc parler d'innovation, c'est compliqué. Mais les constructeurs parlent de faire des choses intéressantes avec la black mass pour en ressortir, pour en séparer les métaux précieux. Alors, déjà, il faut se rendre compte que dans la réglementation, donc on est assujetti à un règlement européen, il est aussi imposé aux fabricants de batteries d'avoir une réflexion sur l'utilisation des matières premières secondaires. Donc demain, Qu'est-ce qu'on appelle, pardon, les matières premières c'est-à-dire secondaires de la black mass, entre guillemets, va permettre de produire certains métaux. Et ces métaux-là, ils devront être réorientés, au moins tout en partie, vers la fabrication des batteries. Alors, on rappelle ce qu'est la black mass, c'est le résidu du broyat D'une batterie. D'une batterie. Tout à fait. Qui après doit encore être purifié pour en extraire les métaux, les différents métaux qui la composent. Ouais. Nickel, cadmium ou autre. Manganèse, cobalt, quand il y en a. Exactement. Donc, selon la technologie de la batterie, sinon, si on est sur du LFP, du NMC, eh ben, on va retrouver derrière une typologie de black mass différente, avec une composition différente. Donc, derrière, des métaux extraits qui seront de nature différente. Quel est votre travail là-dedans? C'est de ségréguer les différentes technologies Non. de Alors, batteries? nous, notre travail, il est d'apporter les batteries vers les acteurs du recyclage pour que derrière, ils atteignent des taux de recyclage qui sont en regard des obligations réglementaires. D'accord. L'État français a imposé une réglementation additionnelle en nous imposant de trouver un acteur de recyclage sur 1500 km. Sur 1500 km, qu'est-ce Voilà. que ça veut dire? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'entre le point de mon point de recoupement de mes batteries, mon point où je vais produire ma black mass, si j'ose dire. Ah, il faut qu'il y ait moins de 1500 km. Exactement. C'est une idée de localisation en Europe. En fait, l'idée, c'est de maintenir les métaux stratégiques sur le territoire européen. Oui, bien sûr. C'est un petit peu ça qui se cache derrière. D'accord. Maintenant, Bonne idée? Bonne idée, oui, dès lors qu'il y en a les acteurs qui sont en capacité de le faire. Ouais. Alors, il y a des projets du côté du nord de la France, du côté de Dunkerque. oui, donc il y a des projets, mais le problème, c'est qu'on est toujours au stade de projet. Notre filière, c'est pas un petit peu comme la filière des bidons, c'est un peu plus compliqué, pour la bonne et simple raison que la durée de vie du produit est très longue. Donc un bidon, vous videz l'huile, après il devient un déchet. Tandis qu'une batterie, entre le moment où vous l'utilisez et le moment où elle va devenir un déchet, il peut se passer 10, 15, voire 20 ans. Il y a un vrai problème de passage à l'échelle pour l'industrie du recyclage. Alors, exactement. Donc, tous ceux qui veulent se positionner sur le recyclage, donc c'est pour ça que les constructeurs automobiles y réfléchissent, c'est se dire, certes, j'ai envie d'avoir une usine de recyclage qui me permette de me sourcer en termes de matières premières, mais il faut que j'arrive à l'alimenter. Et l'alimenter sur des déchets, ce sont des produits finis. Donc, il faut pouvoir disposer de ce déchet-là et l'envoyer sur le site de recyclage. Et on est sur une filière qui se structure, qui s'organise.
D'où le rôle, à mon avis, essentiel de l'éco-organisme. Il est là pour mutualiser les efforts. Oui. Pour se dire, voilà, les acteurs concernés peuvent s'associer à un éco-organisme pour faire émerger un projet, puis 2, puis 3, puis 4. Mais c'est sûr que s'il y a des organisations différentes qui se mettent en place, le gisement dont on va pouvoir se saisir sera malheureusement trop petit. Oui, oui. On parle d'économie circulaire beaucoup aussi, hein, c'est-à-dire que vous êtes tous trois des acteurs de l'économie circulaire, c'est-à-dire dans vos missions, vous devez aller vers la réutilisation des matériaux qui composent vos produits. André Zafiro, pour les huiles régénérées, recyclées, c'est relativement nouveau. Est-ce qu'il peut y avoir des huiles, entre guillemets, régénérées en vente chez les acteurs ou utilisées par les réparateurs? Alors, si vous faites un petit tour dans les allées du salon, la majorité des gens que vous allez rencontrer vous diront « jamais je mettrai dans mon véhicule de l'huile régénérée parce que la qualité est catastrophique ». Oui, oui. Exactement. Et, le problème, c'est que l'huile régénérée jouit d'une très très mauvaise image. Et l'éco-organisme est aussi là pour changer cela. C'est-à-dire que, évidemment, si les procédés de régénération sont obsolètes, eh bien, on fera des huiles de basse qualité. Par contre, si on a une régénération de haute qualité, bien derrière, non seulement on fera de l'économie circulaire parce qu'elle sera utilisée par des fabricants, mais il y aura une demande de créer et ça valorisera le déchet lui-même. Et finalement, l'économie circulaire, c'est une circularité dans l'utilisation du produit. On pensera également que avant de mettre un produit neuf sur le marché, on va faire de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va réfléchir comment ce produit pourra être le mieux régénéré possible pour que l'on ait le moins de déchets possible in fine. Et derrière, c'est de créer de façon circulaire une vraie économie et que l'ensemble de la filière soit viable. À la limite, le rêve ultime, ce serait que l'ensemble des utilisateurs soient fiers d'utiliser de l'huile régénérée dans leur moteur et qu'en plus la filière se finance elle-même. Il ne faut pas faire d'angélisme. Pardon, Emmanuel Toussaint d'Auvergne, je vous laisse prendre la parole. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on travaille sur des produits régénérés, on est toujours confronté à une comparaison avec les matières premières vierges. Et si vous faites, par exemple, dans mon domaine, une batterie qui a d'une seconde vie, qui a une valeur marchande, entre guillemets, qui n'est pas compétitive par rapport à une batterie de première vie qui est fabriquée en Asie du Sud-Est, vous allez avoir énormément de mal de lui trouver. C'est le problème du rechapage, on en parlera après. C'est un peu le problème dans toutes les filières. Le tourisme. Et si vous n'avez pas le débouché derrière pour le produit régénéré, soit économiquement, soit avec des utilisations protégées ou spécifiques, l'intérêt commence à être un petit peu altéré, quoi. Mathieu Chardin. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que tous les spectateurs qui font le plaisir de nous quitter ce soir auront dans quelques années sur leur voiture des pneumatiques avec du noir de carbone régénéré. Alors ils le sauront ou pas, mais c'est une certitude. Alors ils le sauront si les manufacturiers veulent en parler. Alors ils en parleront sûrement, parce qu'ils le valoriseront. Mais ce qui est sûrement très important pour les consommateurs demain, c'est qu'ils aient effectivement des performances au moins aussi bonnes avec du pneumatique fabriqués à partir de noir de carbone régénéré que avec les pneumatiques actuels qui sont fabriqués avec du noir de carbone d'origine fossile. Et ça, c'est normal que le consommateur soit exigeant là-dedans. Parce qu'on ne peut pas dire on introduit du noir de carbone régénéré, mais vous allez faire moins de kilomètres, ou vous allez moins adhérer, ou sur la route mouillée, ça va glisser, et ça, c'est impossible. Non. Donc c'est ça l'enjeu. Et les manufacturiers de pneumatiques n'ont pas le choix, en fait. Donc ils vont y arriver. Bon, c'est une bonne nouvelle. En ce qui concerne l'économie circulaire, le rechapage peut-il avoir connaître des jours meilleurs? Le rechapage, je veux dire, des pneus de tourisme, hein, parce que dans le poids lourd, on sait très bien qu'on recreuse, on rechappe. On parle d'essai de vie d'un pneu véhicule industriel. Le rechapage en général, qu'il soit d'ailleurs tourisme ou poids lourd, il se heurte aujourd'hui à une réalité, c'est les pneumatiques à bas prix, qui sont souvent fabriqués à l'autre bout du monde. Oui. Et c'est vrai que quand vous allez sur n'importe quel site internet, que vous comparez le prix d'un pneumatique rechappé et le prix d'un pneumatique fabriqué dans certains pays d'Asie, il y a quelques euros d'écart et parfois les pneumatiques neufs sont même moins chers que les pneumatiques rechappés. Donc, de ce point de vue-là, moi j'appelle beaucoup à ce qu'on préserve l'industrie du rechappage en Europe,
parce qu'on est en train de la tuer à petit feu en ne la protégeant pas. Donc ça, c'est quelque chose... On a vraiment, peu d'acteurs industriels d'ailleurs. Hein. Bon, il y a des acteurs industriels, mais il y a aussi des acteurs, on va dire, familiaux, hein, des PME familiales qui s'occupent de rechapage dans des régions d'Europe. Mais il est vrai que quand vous regardez les marchés du rechapage depuis 4 ou 5 ans, ils sont en chute importante. Et ils sont en chute importante parce qu'ils rentrent en concurrence directe avec des pneumatiques à bas prix venus d'Asie et parfois avec des performances environnementales qui ne sont pas phénoménales. Qui sont dégradées, donc il faut vraiment faire attention, à mon avis, pour nos pouvoirs publics, à protéger cette industrie-là. Hein. Et vous, éco-organisme du pneumatique, que pouvez-vous faire pour cela ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, c'est-à-dire ségréguer correctement pour apporter un gisement ? Oui, c'est faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que les carcasses usagées arrivent de manière la plus fluide possible au rechapeur. Ouais. Enfin, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas régler tous les problèmes de concurrence et notamment de pricing. Vous ne pouvez pas faire le marché à la place des acteurs du marché. Voilà. On est quand même dans une économie libérale, finalement. Voilà. On n'oublie pas. Concernant les lubrifiants, il y a une évolution aussi pour le monde de la réparation. C'est qu'il va falloir mieux trier les lubrifiants, les contenants. Parce qu'aujourd'hui, on mélange un peu des torchons et des serviettes, du liquide de refroidissement dans des lubrifiants, etc. C'est pas faux. Je ne veux pas pointer du doigt le monde de la réparation. C'est des usages qui sont très anciens. C'est vrai qu'avec l'arrivée des nouveaux textes en 2026, les professionnels de la prévente, notamment les ateliers, auront un petit travail qu'ils devront faire eux-mêmes. De séparer les contenants de lubrifiant avec ceux de la Blue par exemple, ou alors du liquide de lave-glace, pour que chacun des contenants puisse prendre le bon chemin et puisse être recyclé dans de bonnes conditions. Mais je dirais que la contrepartie est plutôt bonne, parce que l'arrivée de ces textes fera que l'année prochaine, ils ne paieront plus l'enlèvement de ces contenants. Aujourd'hui, il est extrêmement onéreux pour un professionnel de la prévente de faire enlever ses bidons. Si on transforme ça à la tonne, ce serait plus de 1 000 € la tonne pour faire enlever. Et l'année prochaine, ce ne sera plus payant pour lui, avec cette petite contrainte peut-être de devoir trier les bidons de lave-glace, les bidons de liquide de frein et ceux d'AD-Blue par rapport à ceux des lubrifiants. Qui vérifiera d'ailleurs si c'est le collecteur qui vérifiera que la collecte est bien faite ? Oui, ce sera fait en centre de regroupement. D'accord. Puisque nous aurons des lignes qui seront adaptées à notre produit. Hein. Il restera toujours de l'huile le long des parois. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les premiers tests que l'on a fait, les premières expérimentations, en fait, un bidon prend quasi le double de son poids lorsqu'il est vide, entre guillemets, mais avec le reste de bidon le reste de lubrifiant qu'il y a à l'intérieur du bidon. Donc il faut vraiment que l'on reste avec notre bidon et notre huile, qui sont intimement liés pour que derrière on puisse mieux les travailler et mieux les recycler. D'accord. Et on comprend, à contrario, que ne pas avoir séparé pendant des décennies ces fluides engendrait un coût de valorisation extrêmement élevé. D'un point de vue économique, c'était payant et de façon très onéreuse pour le détenteur. Hein, pour cette raison-là, justement. Pour cette raison. Notamment, mais pas uniquement. Notamment, parce que tout allait aussi, encore une fois, à la valorisation énergétique. Si demain on arrive à recycler, à donner une valeur et que ça devient une matière première, eh bien, ça permettra de baisser le coût effectivement de la filière. Exactement. Finalement, vous êtes tous les trois, les éco-organismes sont des acteurs économiques indirects extrêmement forts, Mathieu Chardin. Oui, moi je suis un grand fan du concept de REP. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées sur les REP dans notre pays. Oui, puis on aime bien critiquer tout. Hein. Voilà, mais n'empêche que l'Europe est en train de reprendre exemple sur la France. Hein, je crois, oui. Ouais. Et je crois savoir aussi qu'il y a des marchés où il n'y a pas de REP qui s'intéressent à mettre des REP en place. Donc, avoir des filières structurées qui permettent de récupérer les produits, de les trier et de les orienter vers les bonnes destinations, je pense que c'est quelque chose de positif dans notre pays et dans les pays qui ont fait ce choix-là. Emmanuel Toussaint d'Auvergne, vous ne direz pas le contraire. Puisque... Non, je ne peux pas dire le contraire. Je pense qu'une REP, c'est essentiel pour structurer une activité qui aurait du mal à émerger sans le concours d'acteurs comme les nôtres.
Donc je pense que notre ambition, elle est vraiment de fédérer toutes les forces vives, aussi bien en amont qu'en aval. Je dis toujours qu'on est un petit peu un chef d'orchestre sur une filière, mais on est essentiel, je pense, pour organiser et mettre en place une filière qui ne naîtrait pas sans nous. Bah, de toute façon, dans tous les secteurs, on voit bien que c'est la même chose, quoi. Dans les plastiques, il y a une nécessité d'organiser les filières. Après, les modèles économiques sont quand même pas évidents à créer, hein, mais Je suis d'accord, je pense que notre ambition, c'est justement d'organiser, et c'est ce qu'on nous reproche souvent. C'est qu'on vient pour formuler une organisation là où il n'y en a pas souvent. Donc on amène des contraintes à des acteurs qui n'en avaient pas, mais c'est dans l'ambition d'un intérêt général. Donc forcément, on bouscule un peu les habitudes. André Zafiro? Je ne peux qu'être d'accord. Lorsque vous mettez une filière REP en place, et le législateur doit en être conscient, forcément, on va modifier des équilibres. Ouais. Des équilibres se sont créés depuis, en ce qui concerne la collecte d'huile, depuis l'après-guerre. Donc forcément, les acteurs se sont consacrés là où il y avait une activité à faire, une activité économique, là où c'était rentable. Le rôle de l'éco-organisme, lui, vient pour s'occuper de l'ensemble de la filière, pour ce qui va coûter, ce qui est difficile à faire, ce qui est difficile à aller chercher, ce qui est difficile à régénérer, ce qui est difficile à recycler. Et finalement, pour faire cela, bien sûr, on va forcément gêner, déséquilibrer une partie de cette filière qui fonctionnait auparavant. Et c'est ce qui nous est souvent reproché, mais il faut comprendre que nous avons besoin de recréer un contexte pour que derrière une filière puisse aller de l'avant. Mathieu Charnat, peut-être le mot de conclusion finalement. Oui, pour les pneus, il y a quelques chiffres qui montrent quand même que ce système de REP fonctionne depuis 20 ans. Hein. Oui. D'abord, on collecte quasiment 99% des pneus qui sont mis sur le marché chaque année depuis 20 ans. C'est quand même assez remarquable. Ça fonctionne très bien. Oui, on a supprimé, comme on le disait, toutes les décharges illégales de pneumatiques qui fleurissaient dans les campagnes. On sauve un pneumatique sur 5 qui est réutilisé. On fait 50% de valorisation énergétique qui se substitue à des carburants d'origine fossile. On est en train de développer la valorisation matière avec les questions de pyrolyse dont on a parlé. On prend en charge nos compatriotes des DOM-TOM et ce n'est pas toujours facile. Non. On prend en charge les pneus pleins, on prend en charge beaucoup de sujets. Et donc, moi, je trouve qu'il faut encourager les filières REP, les consolider et pas forcément vouloir les remettre en cause de A à Z, parce que les pays qui ont fait le choix d'un marché libre sont plutôt moins bien organisés qu'en France. Oui, mais encore une fois, je crois que c'est l'Union européenne qui montre la France en modèle et qui réfléchit à un projet de directive pour mettre en œuvre des REP au niveau européen. Oui, alors il y a des pays qui, je crois, veulent absolument rester dans leur système actuel. Ouais. Mais il y a beaucoup de pays qui maintenant ont fait le choix des filières REP. Hein. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, à la Belgique, à la Hollande, à la Suède. Voilà. Et c'était un modèle français à l'origine. Bon. Alors, je ne sais pas exactement si c'était un modèle français, mais en tout cas, on l'a adopté vite. Oui. Ouais, absolument. Très bien. Merci, messieurs, pour nous avoir éclairés sur votre métier. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci à vous, cher public. Rendez-vous demain, deuxième jour d'Équipe Auto, pour une journée passionnante de conférences. Vous avez tout le programme derrière la régie technique. Vous pouvez le consulter aussi sur vos smartphones, sur le site Équipe Auto. Et puis, excellent salon Équipe Auto et très bonne soirée à tous. Merci.